Chapitre 2. Position historique de la Grande-Bretagne et de l'Empire romain au début de l'ère chrétienne. Jules César, pour justifier son invasion de la Grande-Bretagne, allègue que les Britanniques ont été les agresseurs, les levées anglaises prenant le champ de bataille contre lui dans toutes les campagnes gauloises. Ces singulières collections d'événements cardinaux connus sous le nom de « Triade de l'île de Bretagne » corroborent cette affirmation. Avant les campagnes de César dans le nord de la Gaule, une armée britannique de 5000 hommes, appelée dans ces triades la Seconde Armée d'Argent, sous le commandement des deux neveux de Cassiblonu ou Cassoallon, envahirent l'Aquitaine, mirent en déroute le proconsul romain Lucius Valerius Proninus à Tolosa, et forcèrent le consul Lucius Manilius à s'enfuir avec la perte de tout son commissariat. À la nouvelle de ces revers, César tourna ses armes contre les Vendéens, qui faisaient un commerce florissant avec la Bretagne, et dont la marine fournissait le transport de ses auxiliaires. Tant que la flotte vénitine, qui, d'après la description qu'en fit César, ne déshonorait pas l'état actuel de l'architecture nautique, resta maîtresse des mers étroites, l'invasion fut impraticable. Après sa destruction, César s'avança à marche lente jusqu'à Porcius Ixus, 800, près de Calais, et le 5 août 55 avenue Jésus-Christ. La flotte romaine traversa la Manche en 2 divisions. Cette première campagne dura 55 jours, pendant lesquels César ne parvint pas à s'avancer au-delà de 7 milles du lieu du débarquement, perdit une bataille et vit son camp tenté par l'ennemi victorieux, chose inouïe dans sa carrière continentale. 1. Dion Cassius affirme que l'intention initiale de César était de porter la guerre à l'intérieur des terres, mais trouvant ses forces insuffisantes pour faire face aux Anglais sur le terrain, il décida brusquement de mettre fin à la campagne. Lib. 6. P. 100. 115, édition. 1606, Folle. La seconde expédition s'embarqua sur plus d'1 millier de navires, et, portant l'armée qui acheva ensuite la conquête du monde sur les champs de Pharsalté et de Minda, partit de 800 le 10 mai av. Jésus-Christ 54. La campagne dura jusqu'au 10 septembre, date à laquelle la paix fut conclue à Goerland, Verulam, ou Saint-Alban, le point le plus éloigné, 70 milles, de la côte que César avait pu atteindre. Les conditions ne sont pas précisées ni dans les triades ni dans les commentaires. Des otages et un tribut sont mentionnés par César, mais il est certain, après de nombreux passages des auteurs augustéens, qu'aucun Breton éminent n'a quitté l'île en otage ou en prisonnier. À la conclusion du traité, César quitta Verulam pour Londres, où il fut reçu au Bringouin, Mont-Blanc-Neuf, par Cassiblonu, le Pendragon, ou dictateur militaire britannique, avec une magnificence qui semble avoir trouvé une grande faveur aux yeux des anciens bardes, qui enregistrent avec une grande exactitude. Ne laissant pas un seul soldat romain derrière lui, César débarqua ses troupes à Rutupium, à 10 heures du soir, et arriva à 800 à l'eau le lendemain matin, 20 septembre. av. Jésus-Christ 54. 9. La vieille croyance qu'une partie de la tour de Londres a été construite par Jules César est connue de tout le monde, et la tour blanche a été désignée comme la partie. La tour blanche semble être une version du nom britannique original Bringouin, mais que César y ait été logé, ou qu'il ait posé sa première pierre, ou qu'il n'ait jamais été reçu à Londres, il nous semble qu'il y a tant de bon sens dans les sentiments exprimés par Shakespeare sur ce point dans la bouche du jeune roi Édouard V, que nous ne nous excusons pas de les transcrire. Le prince Édouard. Jules César a-t-il construit la tour, Mior? Gloucester. C'est lui, mon gracieux Seigneur, qui a commencé ce lieu, qui, depuis les siècles suivants, s'est réédifié. Aidé. Pr. Est-ce qu'il est consigné dans les annales, ou bien est-il rapporté successivement âge en âge qu'il a construit? D'après les annales, mon gracieux Seigneur.
Mais dites, Monseigneur, qu'il n'était pas enregistré. Je pense que la vérité doit vivre d'âge en âge, comme elle l'a été pour toute la postérité, jusqu'au jour général de la fin. Si sage, si jeune. Je dis que sans personnage, la célébrité vit longtemps. Le roi Richard III, acte. IISC. Les tests du succès ou de l'échec d'une campagne sont ses effets. Le effet de la seconde invasion julienne démontre qu'à Rome et en Gaule il a été considéré comme un échec plus grave que le premier. La phrase citée par Lucain. Terita accusiti ostendit erga Britanni 3, comme un sarcasme commun dans la bouche du parti pompéien contre César, peut être écartée comme l'exagération odieuse de la défaite sur le dard et de la perte de son épée au profit de Nennius, frère de Cassoilon, mais il est indéniable que l'invasion coûta à César pour un temps la perte de toutes ses acquisitions continentales. Avant qu'il pût disposer de ses troupes dans ses quartiers divers, les Trévires, les Éburons, les Sénons et les Sicambres prirent les armes, et l'œuvre de la conquête gauloise dut être rejouée. 3 Aulus Gellius a écrit un récit de l'invasion de la Bretagne par César. Il commémore un cri britannique qui semble avoir produit une impression très vive sur l'esprit romain. Horribili il Britannorum clamor, tori peni Caesar, ôtez la tête de César. Pour bien apprécier les capacités militaires de Cassoilon et les ressources du peuple anglais à cette époque de la première collision de notre île avec le continent, il ne faut pas oublier qu'il était engagé contre le général peut-être le plus habile de l'Antiquité, à la tête d'une armée à laquelle, soit avant, soit après l'invasion, la France, l'Espagne, l'Allemagne occidentale, l'Afrique, l'Égypte, l'Asie et enfin Rome elle-même ont succombé, les conquérants, en effet, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et les véritables fondateurs de la dynastie impériale des Césars. La double répulsion de l'expédition julienne par les anciens Bretons n'a jamais reçu l'importance ni la considération qu'elle méritait. Il reste pourtant sans précédent dans l'histoire britannique. La barbarie est un terme très indéfini. Pour les Grecs et les Romains, toutes les autres nations étaient, dans le langage courant, des barbares, c'est-à-dire des étrangers. S'il faut prendre les amusements populaires pour l'épreuve, les Romains étaient eux-mêmes les plus barbares des nations de l'Europe. Le Colisée est la preuve gigantesque de la race des loups humains qu'ils se considéraient eux-mêmes à juste titre. Lorsqu'on proposa d'introduire à Athènes les jeux brutaux des gladiateurs, le philosophe cynique lui-même s'écria : il faut d'abord abattre la statue de la miséricorde que nos ancêtres ont érigée il y a 1500 ans. Un abîme semblable séparait les Anglais de l'humeur romaine, et les récits de ce dernier peuple à l'égard du premier doivent être reçus avec à peu près la même prudence que ceux des ennemis modernes de la même race insulaire réservée et peu communicative. Boadicée, dans son discours prononcé par Dion Cassius, observe que, bien que la Grande-Bretagne ait été ouverte au continent pendant un siècle, sa langue, sa philosophie et ses usages sont restés un aussi grand mystère que jamais pour les Romains eux-mêmes, et la même remarque, avec peu de modifications, s'applique encore. Toutes les preuves fournies par César réfutent la notion de barbarie matérielle. L'agriculture était universelle, le blé partout abondant, les pâturages une branche distincte de la richesse nationale, la population si nombreuse qu'elle excitait son étonnement. Multitudo hominum, la preuve la plus sûre et la plus satisfaisante d'un état social sain et de moyens de subsistance suffisants. Car, hominum infinita multitude, est l'expression de César. Diodore appelle la Grande-Bretagne. En 110 après Jésus-Christ. Ptolémée énumère 56 villes, plus tard, Marcianus 59, les architectes britanniques étaient très demandés sur le continent. Redundaba Britannia artificibus, dit Eumnius à son époque.
Les points qui paraissent être à l'origine de l'idée de barbarie certains esprits avec les anciens Bretons sont qu'ils se sont dépouillés pour combattre, ce qui tous les Britanniques, tous les écoliers britanniques continuent de le faire, et aucune autre nation ne le fait, et, deuxièmement, qu'ils se tatouaient le corps avec divers dispositifs d'un bleu profond. C'est une pratique que le marin anglais chérit dans toute sa liberté originelle, et dont il ne sera probablement jamais sevré. Car ces usages immémoriaux semblaient enracinés dans quelque chose de beaucoup plus profond que le goût ou l'imitation. Nos soldats conservent aussi encore la propension à se débarrasser de tout accoutrement et de tout encombrement dans la bataille, et à charger aussi nus que les règlements militaires le leur permettront. Pourtant, il serait ridicule de qualifier nos marins et nos soldats de barbares dans le sens moderne du mot, parce qu'ils continuent à cet égard à être de vrais Bretons bleus et anciens. Dans tous les éléments essentiels de l'humanité, nos ancêtres britanniques se compareront avec beaucoup d'avantages aux meilleures époques de la Grèce ou de Rome. Pendant la guerre, le Breton, après les invasions juliennes, marchait dans les rues de Rome en tant que seul homme libre d'Europe, désigné comme l'exception au monde. Invictu Romano Marte Britannu. 10. Pendant 97 ans, aucun Romain ne s'aventura plus à poser un pied hostile sur la Lille, et quand l'aile de Romulus étendit de nouveau ses pignons jusqu'à la vent tempétueux de l'océan, c'est alors qu'aucun autre ennemi, invaincu, n'affrontait son de l'Euphrate à Gibraltar, et les forces de tout l'Empire étaient prêts à suivre sa direction contre la nationalité libre et solitaire de l'Occident. 10. Tibulle. Horace insinue que le Breton n'avait guère été touché par les campagnes de César. Intactus Autriche Britannu descendrait sacra catenatuvia. Dans une autre ode, il écrit qu'il ne manquait rien d'autre que la conquête de la Bretagne pour faire d'Auguste, present divu interi, od, lib. I. 5. Caswallon, l'habile antagoniste de César, régna 7 ans après l'invasion. Auguste César succéda à Jules en 30 avenue. Jésus-Christ. Désormais, Rome doit être considérée comme l'unité du continent européen, de l'Afrique du Nord et de l'Asie, en action à partir d'une cour centrale sous une série d'autocrates s'écartant rarement de la politique impériale définie par la famille julienne. Auguste envoya des ambassadeurs en Grande-Bretagne pour demander la restitution des 3 reguli des Corytanie, ou Coranièdes, Dumno, Bellonu et Jarnian, dans leur domaine, confisqués pour trahison. Tenuantius, fils de Caswallon, monarque doux et pacifique, avait envoyé ses 2 fils, Saint-Vélin et Lyre, faire leurs études à Rome, où ils furent élevés avec ses neveux dans son palais par Auguste lui-même, qui s'était fait une règle, comme Suétone nous l'apprend, d'instruire en personne les branches cadettes de sa famille. Saint-Vélin servit ensuite dans les campagnes d'Allemagne sous les ordres de Germanicus. Il avait succédé à son père, et reçu les ambassadeurs romains avec courtoisie, mais refusa péremptoirement l'ingérence d'un potentat étranger dans les affaires de l'île. Auguste déplaça la moitié des forces disponibles de l'Empire dans les ports gaulois de la Manche, mais il n'eut jamais l'intention sérieuse d'une invasion. Saint-Vélin concentra son armée à Douvres. Une flotte britannique, comme nous l'apprend Dion Cassius, a balayé la Manche. Les préparatifs d'Auguste, pressés tardivement, indiquaient que les motifs prudentiels avaient déjà supplanté les suggestions de l'orgueil. Il n'avait jamais conduit ses campagnes en personne, et là où le génie de Julius avait été déconcerté, une habileté inférieure n'encourait probablement que la disgrâce et le désastre. Un revers, comme Horace eut le courage de l'avertir, Ode 35, Lib V, serait suivi d'un soulèvement de la faction oligarchique en Italie. Saint-Vélin ne tarda pas à profiter de cette réticence. Une conférence avec l'ami impérial et précepteur de sa jeunesse fut sollicitée. Il en résulta le triomphe de la diplomatie britannique, un succès beaucoup plus rare que celui de les armes britanniques. Non seulement l'empereur abandonna ses exigences,
mais les lourds droits précédemment perçus sur les marchandises britanniques furent réduits à un tarif très léger, Strabon, Lib. 4. C. 5. Des relations amicales ont été rétablies. Les nobles britanniques s'installèrent de nouveau à Rome et on les vit dédier leur offrande au sanctuaire du Capitole. Cymbeline, ou Saint-Vélin, après un règne de 35 ans, fut remplacé par son fils aîné Quiderius, Gwydir, son cadet, Arviragus, Gweride, recevant le duché de Cornouailles, Cerny, qui, selon les lois britanniques, était un duché royal. Les nombreuses monnaies de Saint-Vélin, Cunoblinus, qui subsistent de nos jours, sont les seuls monuments que nous possédions d'un atelier national en Europe occidentale, en dehors de celui de Rome. Le cheval, que l'on croit parfois avoir été introduit comme emblème national par les Saxons, est l'un des types les plus communs sur eux, la Grande-Bretagne étant bien avant le règne de Cymbeline célèbre pour sa race de coursiers, et l'audace et les réalisations de ses conducteurs de chars. Nous entrons maintenant dans l'époque contemporaine de Saint Paul. Comme le personnage central du groupe des personnages historiques que nous allons dépeindre est Caradoc, roi de Silurie, nous sommes appelés à noter un peu plus largement sa naissance et son caractère. 11. Dans la langue britannique, l'accent est invariablement sur l'avant-dernière, Caradoc, Saint-Vélin, Taliesin, Lewellyn, et C. Les Romains ont latinisé Caradoc par Caractacu, les Grecs l'ont hellénisé plus correctement par Carataco. C'est un sujet d'étonnement et d'indignation combien peu de héros patriotiques les longues annales de l'histoire présentent à nos yeux. Il n'y en a pas un sur un siècle. En feuilletant les pages qui relatent les agressions des Romains contre diverses nations, nous cherchons en vain pour la plupart des héros à leur affronter. Quand nous avons nommé un Viriate pour l'Espagne, un Hannibal pour Carthage, un Arminius ou Hermann pour la Germanie, un Mithridate pour l'Asie, nous avons épuisé le catalogue de 3 continents. La Grande-Bretagne est ici aussi une exception pour le monde, car elle montre une succession presque ininterrompue de patriotes de premier ordre, depuis Caswallon et Caradoc, en passant par les Arthur et les Cadwallo, jusqu'aux Wallace et aux Glyndor de l'époque normande. Nous n'avons pas non plus de guerre aussi longue et aussi obstinée que celles qui furent disputées, d'abord entre les Bretons et les Romains, et ensuite entre les mêmes Bretons et les Saxons avec d'autres tribus teutons, après la chute du Grand Empire. Mais Caradoc s'impose avant tout comme l'idéal de ce que devrait être un patriote sur le terrain. Avec Arminius, la dernière étincelle de liberté s'était éteinte sur le continent. L'Afrique du Nord avait finalement été incorporée, par les armes de Suétone, Paulin et Cneius Geta, à l'Empire romain. La Gaule, l'Espagne, l'Allemagne méridionale, l'Italie, l'Europe de l'Est et l'Asie jusqu'à l'Euphrate jouissaient d'une paix profonde et d'une grande prospérité matérielle à l'ombre énorme du Capitole romain. Les Césars étaient assis, fermes comme les 7 collines elles-mêmes, sur le trône. À l'est et à l'ouest, au nord et au sud, il n'y avait pas d'ennemis à rencontrer, tout n'était que sujétion et repos. Les formidables armées de l'État impérial suspendaient leurs boucliers faute d'ennemis, ou étaient employées à la formation des nombreuses routes militaires qui rayonnaient comme un réseau de Rome à Finistère et à Calais vers l'ouest, et vers les rives du golfe Persique vers l'est. C'était, en vérité, le plus grand et le plus magnifique des empires, dont l'étendue, bien qu'embrassant 1 600 000 milles carrés et une population de 120 000 200 caucasiens ou semi-caucasiens, était sa moindre gloire. Rien n'a vu le jour depuis. Ces simples fragments ont suffi pour les royaumes modernes. Les pays gouvernés par des proconsuls appellent aujourd'hui leurs dirigeants empereurs. Fertiles et bien cultivés, non seulement ces pays étaient situés dans la partie la plus saine de la zone tempérée, mais ils fourmillaient de tous les matériaux de la plus belle soldatesque, de toutes les ressources d'une richesse physique inépuisable. Urbe Roma or humana n'était pas une vantardise sans fondement,
car à l'intérieur de la circonférence de l'Empire se trouvaient presque toutes les terres et toutes les races qui avaient contribué à la civilisation et au progrès de l'humanité. Tous les appareils de cette vaste unité de lois et d'armes étaient sous les ordres d'un seul despote, et allaient maintenant être dirigés vers les ports septentrionaux de la Gaule pour l'invasion de la seule terre non conquise de l'ancienne civilisation. Une armée et un général formaient la force à laquelle Caswallon était appelé à résister, mais Caradoc fut sommé par la voix de son pays d'entrer en campagne contre un empire qui déployait une succession d'armées dans le plus haut état de discipline, sous une succession de commandants habiles et expérimentés. C'est la première fois que la Grande-Bretagne est confrontée au monde en armes, et la petite île s'en acquitte noblement. Bran, ou Brenu, père de Caradoc, était fils de Lyre, frère de Saint-Vélin, surnommé Lyre le Diète, à cause de l'accent étranger qu'il avait donné à la prononciation de sa langue maternelle par son éducation sous Auguste à Rome. Pendant la menace d'invasion d'Auguste, il commande la flotte britannique dans la Manche. Tibère Claude César succéda à Auguste et Caligula à Tibère en 37 après Jésus-Christ, année marquée par la naissance de Néron, de Joseph l'historien juif et de Julius Agricola, le futur commandant des forces romaines en Grande-Bretagne. La tranquillité qui régnait dans l'Empire incita Caligula à renouveler les tentatives de conquête que le premier et le second César n'avaient pas réussi à réaliser, ou qu'il avait prudemment léguées à leurs successeurs. Cependant le caractère de cet empereur, mêlé de manie et de vices, laissa un mémorable saut de ridicule sur toute l'expédition. Les armées de la Gaule et du Rhin se donnent rendez-vous à Boulogne. Une flottille romaine recueillie dans les ports espagnols était amarrée, ostensiblement préparée pour embarquer les troupes, dans la Seine. Cependant, l'apparition d'une flotte anglaise commandée par Arviragus déconcerta et mit un terme abrupt à l'entreprise, si tant est qu'elle ait jamais été sérieusement méditée. Caligula, qui éprouvait une satisfaction morbide à burlesquer les mesures les plus importantes de l'État, et à scandaliser ses sujets par les plus folles bizarreries du caprice impérial, fit une grande revue de son splendide corps expéditionnaire sur les sables de Boulogne. À son époque, il expia la gloire qui entourait déjà son front, comme quelqu'un qui avait conduit ses troupes, comme Bacchus, Hercule et Sésostris, jusqu'aux confins de l'océan terrestre. Il demanda si cette renommée devait être compromise par l'exploration armée d'une île que la nature elle-même avait soustraite à la puissance et à la juridiction des dieux de Rome, et que les campagnes de César divin lui-même n'avaient fait que réussir à pointer du doigt les merveilles du monde continental. Laissez-nous, mes camarades, continua-t-il, reprenant la phrase bien connue du grand Julius. Comilitone, laissons ces Bretons tranquilles. Faire la guerre au-delà des limites de la nature n'est pas du courage, mais de l'impiété. Chargeons-nous plutôt du butin exsangue de l'océan Atlantique que la même déesse bienfaisante de la nature déverse si abondamment sur ses sables à nos pieds. Suivez l'exemple de votre empereur, voici, ajouta-t-il en joignant l'acte à la parole, je tresse pour le laurier cette guirlande d'algues vertes autour de mon front immortel, et pour les spolia optima je remplis mon aume de ces coquilles lisses et brillantes. Décorés de ceux-ci, nous retournerons à Rome, et, au lieu d'un roi britannique, Neptune et Nérée, les dieux de l'océan eux-mêmes, suivront les captifs jusqu'au Capitole derrière notre char triomphal. À chacun de vous, mes compagnons d'armes dans cette entreprise ardue, je promets une gratification d'une année supplémentaire d'appointement en reconnaissance méritée de vos services et de votre fidélité à votre empereur. Cette singulière harangue, que nous sommes tentés de regarder comme le sarcasme pratique d'un despote qui n'est pas tout à fait fou de l'ambition de toute la race des conquérants, fut accueillie par des tonnerres d'acclamations. L'expédition projetée avait d'abord été vue avec un extrême dégoût par les soldats, malgré l'indignation ouvertement exprimée par les officiers, ils n'hésitèrent pas à donner libre cours à leur satisfaction, et, par des plaisanteries militaires et des éclats de rire, à imiter l'exemple de leur maître impérial.
La flotte anglaise regardait avec étonnement ces vétérans bronzés et vêtus de mailles, s'amusant à ramasser des coquillages sur le bord de la mer. Le camp fut démantelé, et Caligula entra dans Rome en procession triomphale, avec son armée, le jour de son anniversaire, le 31 août de l'an 40. Il fut assassiné l'année suivante, dans la 29e année de son âge, janvier 2024, et succéda à Claudius, alors dans sa 50e année. Le père de Tibère Claudius César fut Drusus Claudius Nero, élevé d'abord au poste de questeur, puis au préteur, puis chargé de conduire les campagnes de Rhénanie et de Germanie. Il fut le premier commandant romain à naviguer en force sur l'océan allemand. Il porta ses armes jusqu'au centre de la Germanie, et Suétone dit qu'il fut dissuadé d'aller plus loin par l'apparition soudaine dans sa marche d'une femme d'une stature et d'une beauté plus que mortelle, lui ordonnant d'arrêter les bannières romaines où elle apparaissait. Il mourut subitement, non sans soupçon d'escroquerie, dans la Castra Aestiva, appelée depuis Scelerata, alors qu'il se préparait à étendre ses conquêtes dans une autre direction. Son corps était transporté de ville en ville, et enterré avec les honneurs de l'État, Auguste prononçant lui-même le panégyrique funèbre, dans le champ de Mars à Rome. Presque lié au César, Drusus resta jusqu'à la fin un républicain sévère. Il laissa 3 enfants, Germanicus, Livia et Claudius, le dernier né à Lyon. L'enfance et la jeunesse du futur empereur se passèrent sous la surveillance la plus stricte. Il n'était considéré que comme un idiot. Il est aussi imbécile que mon fils Claude, était une phrase ordinaire dans la bouche de sa mère Livie lorsqu'elle voulait sous-entendre un degré extraordinaire de stupidité. Son apparence ne démentait pas son caractère. Grand et plein de corps, et possédant, lorsqu'il était assis, l'apparence extérieure de la dignité, en mouvement ses genoux tremblaient, sa tête tremblait perpétuellement, sa langue bégayait, son rire était outrageusement viol, et sa colère marquée par une écume abondante à la bouche. Cruel et sanguinaire par nature, comme l'était d'ailleurs tout Romain, il insistait pour être présent chaque fois qu'un criminel était mis à la torture. Il ne manquait jamais de faire le signe de « pas de quartier » contre les gladiateurs infirmes, et se plaisait avec une horrible voracité à se réjouir de l'expression mourante de leur visage. Il s'asseyait du matin au soir, négligeant les heures ordinaires de rafraîchissement, à la bestiaria, ou combat de bêtes sauvages, et cependant il était personnellement le plus vil et le plus méprisable des lâches. Il ne se rendait jamais à une invitation qu'entouré de gardes, qui fouillaient tous les invités avant d'entrer dans l'appartement, précaution exercée sur tous les citoyens qui l'abordaient. Sur beaucoup de points, il y a une forte ressemblance entre Claude et Nègre Jacques Ier, tous deux étaient adonnés aux plus vils compagnons et à la bouffonnerie, tous deux étaient des poltrons, tous deux des gourmands grossiers, et tous deux étaient des pédants de la teinture la plus profonde. Cependant, il faut avouer que la perte de l'ouvrage de Claude sur les races et les antiquités de l'Italie primitive est de celles qui ne pourront jamais être remplacées, les quelques fragments que nous possédons prouvant qu'il a été une mine de matière non digérée, mais très précieuse et authentique. Opposons à empereur romain le patriote britannique. Caractacus est né à Trevran, le siège de son père Bran, dans l'actuelle paroisse de Lanlide, dans le Glamorganshire. Il reçut son éducation au corps druidique de Caerleon-en-Uesque, où la plupart des nobles siluriens furent formés dans le cycle des accomplissements celtiques. Parmi ceux-ci, l'art oratoire était l'un des principaux, et nous possédons dans le discours du roi d'Angleterre devant Claude un beau spécimen du style hardi, libre et laconique inculqué dans ses anciens collèges nationaux. Il y est fait allusion à une longue lignée d'ancêtres illustres, Clary-Major. Il semble étrange à ceux qui sont habitués à penser qu'une généalogie normande, datant de 1066 après Jésus-Christ, est ancienne, d'entendre ce roi britannique, 1000 ans auparavant, face à face avec un empereur romain, et au cœur du Capitole se délivrer fermement d'une lignée royale dont la source, comme celle du Nil, se perdait dans son éloignement même.
À l'époque des clans, cependant, la préservation d'un pédigré signifiait la préservation de tout ce qui avait de la valeur en termes de sang, de rang et de propriété. Sans elle, un homme était un hors-la-loi, il n'avait pas de clan, donc pas de droits légaux ni de statut. Les généalogies étaient donc gardées avec une extrême jalousie, et enregistrées avec une douloureuse exactitude par les bardes héros de chaque clan. À l'âge de 15 ans, un enfant du clan reçut la généalogie de sa famille, et tous ceux qui la contestaient ordonnèrent de se manifester. La généalogie et l'héritage, en effet, étaient tellement identifiés dans l'ancien code britannique, qu'un héritier, même dans la 9e descendance, pouvait racheter, à l'aide d'une évaluation par jury, toute partie d'un domaine héréditaire dont la nécessité avait forcé ses ancêtres à se séparer. Comme la succession de ces claris majors peut intéresser l'antiquaire, nous l'extrayons des manuscrits de Panlywyd de Lansanor. Généalogie de Caradoc. Caradoc abbé Branfandigued, abbé Lyre le Diète, abbé Baran, abbé Séry Irlingouin, abbé Cède, abbé Arche, abbé Mérion, abbé Serin, abbé Grédiol, abbé Dingade, abbé Hanin, abbé Alafon, abbé Brioulet, abbé Serin-Fèdou, abbé Berrouin, abbé Morgane, abbé Blédin, abbé Rhin, abbé Idval, abbé Liouarche, abbé Calchuinide, abbé Énirphar, abbé Itel, abbé Larian, abbé Teujde, abbé Liphénide, abbé Péredur, abbé Guéride, abbé Iton, abbé Simriou, abbé BRWT, abbé Selian, abbé Anintro, abbé Britton, abbé Aed Maur. 30 ans pour une génération, ce pédigré nous ramène 1080 ans en arrière, c'est-à-dire 330 ans avant la fondation de Rome. Tous ces ancêtres n'ont pas échappé à la réprobation des chroniqueurs bardiques, l'un d'entre eux en particulier, Serin-Fèdou, est stigmatisé comme un ivrogne irrécupérable, déposé par ses sujets pour avoir mis le feu juste avant la récolte aux terres à blé de Silurie. En l'an 36 après Jésus-Christ, Bran résigna la couronne silurienne à Caradoc et devint archidruide du collège de Silurie, où il resta jusqu'à ce qu'on lui demande d'être l'otage de son fils. À l'époque de son avènement, Caradoc avait 3 fils, Silin ou Silinus, l'un ou Linus et Sinon, et 2 filles, Urgain et Gladys, ou Claudia. En juillet de l'an 42, une ambassade britannique arriva à Rome de la part de Guiderius, se plaignant de l'encouragement que l'empereur avait donné aux intrigues de Béric et d'Adminius, 2 réguli des Brigantes et des Corytani, qui, à la suite d'une correspondance traîtresse avec Caligula lors de la dernière invasion menacée, avaient été bannis par la Grande-Bretagne. Claude avait de bonnes raisons de refuser de recevoir les ambassadeurs. L'invasion de la Grande-Bretagne avait déjà été décidée, et les forces romaines se rassemblaient aux rendez-vous habituels de Boulogne. Quelles que fussent les insuffisances de l'empereur lui-même, jamais les grandes charges de l'État ne furent remplies par des hommes d'une plus grande capacité administrative, ou mieux à même de manier les vastes ressources militaires de l'Empire. Aulus Plotius, général qui imitait les Scipions par la rigueur de sa discipline et la rapidité de ses marches, fut nommé au commandement de l'armée d'invasion. La flotte et les transports rassemblés étaient trop nombreux et trop bien équipés pour que la force navale britannique puisse y faire face, et en conséquence, il retourna à Torbay. Cet obstacle ne fut pas plutôt levé, qu'un autre, tout à fait sans pareil dans les annales de l'obéissance romaine, se présenta. L'armée refusa de s'embarquer et se mutina ouvertement. Les appels à leur sacrement, ou serment d'allégeance militaire, n'ont pas réussi à les émouvoir, la seule réponse qu'ils ont suscitée étant « Nous marcherons n'importe où dans le monde, mais pas hors de là ». 90 ans n'avaient pas effacé le souvenir des campagnes juliennes, du débarquement sanglant sur la plage de Walmer, des champs de bataille opiniâtres et des terribles charges de chars. La nouvelle de cet état de choses alarmant parvint bientôt à Rome, et Claude dépêcha aussitôt son affranchi et ministre favori, Narcisse, sur le théâtre de la désaffection.
Convoquant l'armée, Narcisse, dont les fautes n'étaient pas celles d'une lâcheté morale ou physique, monta à la tribune du général et commença sa harangue. C'était la première fois qu'un eunuque osait s'adresser aux soldats romains. La stupéfaction et l'indignation tinrent quelque temps les légions muettes, mais lorsqu'il s'écria « Il les conduirait lui-même en Bretagne », un cri d'exécration universelle s'éleva, et se précipitant à la tente de Plaucius, elles l'appelèrent pour donner le signal de l'embarquement. Profitant immédiatement de ce changement d'humeur, Plaucius embarqua l'armée en 3 divisions, et débarqua 2 jours après à Rutupium, ou Inirutin, entre Tannay et Richeporoug. De Douvres à Holyhead courait la chaussée britannique, construite par Duvenoil et son fils, Belly le Grand, en 400 avenues. J.C. Appelée Sarn-Widelin, ou la route irlandaise, Widelin étant le terme britannique pour « irlandais ». La corruption dans Watling Street n'est pas grande. Le long de la Sarn, Widelin César avait dirigé sa marche, et Plaucius déplaça ses troupes sur la même ligne. Il trouva l'armée britannique rassemblée sous les ordres de Guiderius et de Caradoc à Soutfleet, de l'autre côté de la Sarn, sur la plaine entre les collines du Kent et la Tamise. L'action s'est terminée par le repli des Britanniques sur Wimbledon-Heath, où une deuxième bataille a été livrée, dans laquelle Guiderius est tombé. Son frère Arviragus lui succéda sur le trône, mais l'urgence nationale nécessita la création du Pendragonate, ou militaire dictature. Caradoc fut élu à l'unanimité à cette haute fonction, Arviragus donnant d'abord son vote en sa faveur, et consentant à agir sous ses ordres. Caradoc retira ses forces de l'autre côté de la Tamise à Chertsey, Plaucius suivant le long de la Sarn, aujourd'hui appelée la chaussée du diable. En tentant de forcer le passage de la Tamise à Kingston, le général romain fut déjoué 3 fois. Il se rendit ensuite à Silchester, où il battit une division britannique à Netlebed, à la tête de sa cavalerie allemande. Dans l'Oxfordshire, et revenant par une marche forcée à Wallingford, il y traversa la Tamise, après une résistance désespérée. Dion Cassius, l'historien grec, donne une description vivante de l'action. Les Romains, conduits par Plaucius, Flavius Vespasien, le futur empereur, et son frère, entrèrent dans le fleuve en 3 colonnes, tandis que la cavalerie germanique le descendait à la nage et attaquait la position britannique en flanc. Mais la bêtise britannique, qui ne sait jamais quand elle est battue, semble être d'une date très ancienne. Dion dit que la lutte se poursuivit avec de légères interruptions pendant 2 jours entiers du côté du nord, et que la défaite de Caradoc fut finalement accomplie par une manœuvre audacieuse sur son flanc et sur ses derrières faite par Cneius Geta, le conquérant de la Mauritanie, qui en fut récompensé, bien qu'il n'eût pas encore atteint la dignité consulaire. Avec les honneurs d'un triomphe. Cela en dit long sur les capacités de Caradoc que, dans cette première bataille en tant que Pendragon, il ait pu tenir bon pendant 2 jours de lutte incessante contre 3 généraux tels que Plaucius, Vespasien et Geta. Sans se décourager, il rassembla de nouveau ses forces, et Plaucius, en essayant de le suivre, fut si rudement traité que des messages furent envoyés à Rome pour obtenir des instructions et des renforts. Claude lui-même quitta immédiatement Rome, et, traversant la Gaule, débarqua à Richeporoug, avec la 2e et la 14e Légion, leurs auxiliaires et un groupe d'éléphants amenés dans le but exprès de neutraliser les chars anglais. Il fit sa jonction avec Plaucius à Verulam. Béric et Adminus l'avaient accompagné, et, comme il avait été convenu précédemment, les 2 États des Icènes et des Corytanie, ou Coranièdes, dès qu'ils firent leur apparition parmi eux, prirent les armes et proclamèrent leur alliance avec les envahisseurs. Caradoc avait ainsi les Romains en avant et un pays insurgé en arrière. Dion appelle Caer Col, ou Colqueste, le Basileon ou résidence royale de Saint-Vélin. Elle était connue à cette époque sous le nom de Comulodunum, la ville de Camule,
un terme umbrien ou synrique pour le dieu de la guerre. 7 Pour sa défense, Caradoc livra 2 autres batailles, la première à Coxal Knoll, et la seconde au camp de Brandon, sur la Terne. Dans ce dernier cas, les chevaux des chars anglais, l'odeur des éléphants étant insupportable à cet animal, cédèrent dans toutes les directions, et Caradoc subit sa première défaite décisive. 7. Camulo Teo Sancto et Fortissimo. Inscription de l'hôtel de Lombrie. En quelques jours, Colqueste se rendit. On conclut un traité, connu sous le nom de traité claudien, par lequel il était stipulé que les Coranides et les Icènes, moyennant le paiement d'un certain tribut, devaient, en vertu de le protectorat romain, qu'on garantisse leurs terres, leurs lois et leur gouvernement indigène. On dit que Claude promit aussi à Arviragus sa fille naturelle, Vénus Julia, appelée Venissa dans les récits britanniques. L'alliance eut lieu quelques années plus tard, et Arviragus construisit Caergloy, ou Gloucester, en l'honneur de son beau-père impérial. Claude laissa à ses généraux le soin de poursuivre la guerre, et, de retour à Rome, il célébra son triomphe avec une magnificence signalée, d'autant plus impressionnante qu'elle était humble qu'il monta lui-même en montant les marches du Capitole à genoux, soutenu
Plausius, Vespasien, Geta et Titus furent successivement rappelés. Nous ne pouvons mieux faire qu'employer le langage significatif de Tacite pour décrire les fluctuations de la guerre, la victoire planant tantôt sur les Romains, tantôt sur les étendards britanniques. Les Silures avaient une confiance sans borne en Caractacus, énumérant les nombreuses batailles qu'il avait livrées contre les Romains, les nombreuses victoires qu'il avait remportées sur eux. 12. L'attachement passionné de ses compatriotes à leurs compatriotes à l'âme élevée et incorruptible est abondamment attesté par les affectueuses allusions qu'on lui fait dans leurs anciennes triades. 3 ont été, disent ces annales, nos héros rois, Saint Vélin, Caradoc, Arthur. Sauf par la trahison, ils ne pouvaient pas être renversés. 3 d'entre eux ont été les principaux rois de bataille de l'île de Bretagne, Cassoilon, fils de Béli, Arviragus, fils de Saint Vélin, Caradoc, fils de Bran. Caradoc, fils de Bran, que tous les Bretons, depuis le roi jusqu'aux paysans, suivaient lorsqu'il levait sa lance au combat. 12 Annales de Tacite, Lib 2. C24. L'ère de Tacite était l'an 80. Mais il faut retracer sa carrière militaire, qui est indirectement liée à cet essai, jusqu'à la fin. Au rappel de Plausius, qui avait épousé Gladys, Pomponia Graecina, sœur de Caractacus, une trêve fut conclue pour 6 mois, pendant laquelle devait être fixée la visite du chef anglais à Rome. Quelle crédibilité accorder à l'histoire anglaise dans les manuscrits I0L0, qui le représentent comme comparaissant devant le Sénat, et déclarant qu'il avait ordonné que tous les arbres de la Silurie fussent abattus, afin que les Romains ne puissent plus prétendre que c'étaient les forêts britanniques, et non la valeur britannique, qui le déconcertait, nous le savons à peine. C'est conforme à son caractère, que l'on reconnaît aussi dans l'anecdote rapportée par Dion. Herefordshire, aujourd'hui ridicule. Dion. Quand Caractacus, dit cet historien, on lui montra les édifices publics de Rome, observa-t-il, il est singulier qu'un peuple possédant une telle magnificence chez lui m'envie la tente de mon soldat en Grande-Bretagne. À l'expiration de la trêve et au retour de Caradoc sous son commandement, Ostorius Sapula, avec la ligne de forteresses plauciennes pour base d'opération, se mit à porter la guerre vers l'ouest. Soutenu par les Silures et les Ordoviciens, farouches et indomptables montagnards, que les armes romaines n'ont jamais parvenu à se soumettre, les Pendragons s'opposèrent à toutes les avancées des envahisseurs. Autour de Caer et Silt, le phare de Hereford, une succession de rencontres a eu lieu pendant 6 mois. L'hiver n'interrompt pas les hostilités. Une division romaine qui avait pénétré jusqu'à Caerleon fut taillée en pièces. Ostorius, dans la campagne suivante, fixa son quartier général à Castra Ostori, dans le comté de Dundee. Herefordshire, aujourd'hui ridiculement corrompu en Ulster-Hill. Vers la fin de la campagne, à l'automne de l'an 52, la bataille qui mit fin à la carrière. Caradoc lui-même se réfugia, sur ses sollicitations réitérées, à Caer-Evroc, York, auprès d'Aregoud, ou Aricia, la cartismandua de Tacite, reine des brigantes, et petite-nièce de l'infâme traître de la guerre de Julien, Mandubracius ou Avaroui. Là, par ses ordres, par une trahison héréditaire, il fut saisi pendant qu'il dormait dans son palais, chargé de fer, et livré à Ostorius Sapula. À la nouvelle de l'événement, Claude ordonna qu'on envoyât à Rome, lui et toute la famille captive. Les triades britanniques commémorent cette captivité de la famille royale silurienne à leur manière pittoresque. Il y a eu 3 familles royales qui ont été conduites en prison, de l'arrière-arrière-grand-père aux arrière-petits-enfants, sans permettre à l'une d'entre elles de s'échapper. D'abord la famille de Lyre-le-Diète,
qui fut emmené en prison à Rome par les Césaréens. Ni l'un ni l'autre ne s'échappa. Il s'agissait des incarcérations les plus complètes connues des familles. L'arrière-arrière-grand-père à cette occasion était Lyre, le père de Bran, qui mourut plus tard à Rome. Bran se rendit volontairement comme otage. L'approche et l'arrivée de Caradoc à Rome sont finement décrites par les historiens de l'Antiquité. Roma Catnatum Tremui Spectar Britannum 11. 11. Rome tremblait. Quand elle vit l'Anglais, quoique enchaîné. Depuis l'époque d'Hannibal et de Mithridate, le seul ennemi digne des armes romaines, entra dans la ville éternelle au milieu de l'excitation de 3 millions d'habitants, qui bloquaient la ligne du cortège pour avoir la vue du formidable et illustre captif. Le Sénat est convoqué. Le procès et le discours de Caradoc sont familiers à tous les écoliers. D'un air immuable, le héros des 40 champs de bataille, grand en armes, plus grand en chaîne, prit position devant le tribunal de l'empereur, et se livra ainsi: si mon gouvernement en Grande-Bretagne avait été dirigé uniquement en vue de la conservation de mes domaines héréditaires, ou de l'agrandissement de ma propre famille, j'aurais pu depuis longtemps entrer dans cette ville en allié, non en prisonnier, et vous n'auriez pas dédaigné pour ami un roi descendant d'illustres ancêtres, et le dictateur de nombreuses nations. Mon état actuel, dépouillé de son ancienne majesté, mais aussi préjudiciable qu'il est une cause de triomphe pour vous. Que se passe-t-il alors? J'étais maître des hommes, des chevaux, des armes, des richesses, quoi étonnant si, sous votre dictée, j'ai refusé de les résigner? S'ensuit-il que, parce que les Romains aspirent à la domination universelle, chaque nation doit accepter la vassalité qu'ils voudraient imposer? Je suis maintenant en ton pouvoir. Jamais on n'avait prononcé au Sénat un pareil discours, digne d'un roi, d'un soldat et d'un homme libre. Tacite jugea digne d'être rapporté et immortalisé par sa plume. Son esprit lui rappelait le vieux temps républicain des Camilles, des Cincinnati, des Caton, un esprit disparu depuis longtemps. La coutume, lors de ces manifestations révoltantes d'orgueil et de soif de sang romaine appelées triomphes, était qu'à un certain endroit de la Sacra Via, les rois et les généraux captifs devaient être retirés du cortège, jetés dans les cachots tarpéiens, pour y être morts de faim, étranglés ou décapités, et leurs cadavres traînés par des crochets dans le Tibre. 12 hélas! Pour la chevalerie de la guerre païenne. La conservation de Caradoc constitue une exception isolée dans la longue liste des victimes de cette politique ignoble et infâme, et on ne peut pas non plus l'expliquer, si l'on considère l'inflexibilité de l'usage militaire romain, autrement que par une intervention immédiate et surnaturelle de la Providence, qui conduisait par la main au palais même du roi britannique à Rome le grand apôtre des gentils. La famille d'Oluplosius, en effet, était déjà liée à celle de Caradoc, et des fiançailles existaient entre sa fille Gladys et Olurufus Pudentinu, un jeune sénateur possédant de grandes possessions en le Samnium. Mais leurs influences réunies n'auraient jamais suffi à changer une loi fixe de l'État romain en faveur d'un ennemi qui avait déployé ses plus grandes prouesses et ses plus grandes ressources pendant tant d'années. La défaite de Caradoc et la trahison de leur souverain n'avaient d'ailleurs pas servi à intimider, mais à exaspérer et à exciter à de plus grands efforts ses sujets en Grande-Bretagne. Les Silures élurent son cousin Arviragus comme successeur au Pendragonate. Les Romains ont été repoussés de l'autre côté de la Severne. Les désastres se succédaient. Tacite, qui répugne à s'étendre sur les malheurs des armes impériales, résume les revers de la guerre en quelques vers expressifs. En Bretagne, après la captivité de Caractacus, les Romains furent à plusieurs reprises vaincus et mis en déroute par le seul état des Silures.
13. Peut-être que c'est la connaissance que l'exécution de Caradoc pourrait encore mettre en péril les États romains de la Bretagne, et la considération que la clémence pourrait être la politique la plus sage envers un ennemi fougueux et loyal, dictèrent la conduite de Claude. Quoi qu'il en soit, la vie de Caradoc fut épargnée, à condition qu'il ne porterait plus jamais les armes contre Rome. On lui imposa une résidence de 7 ans en liberté de garde, libera custodia. À Rome. Son père Bran fut accepté comme l'un des otages, et il fut autorisé à jouir pleinement des revenus des domaines royaux siluriens, qui lui avaient été transmis par ses sujets et son conseil. Gladys, sa fille, a été adoptée par l'empereur Claude, et a pris, bien sûr, son nom de famille, Claudia. Caradoc s'installa dans le Palatium Britannicum, du côté du mont Sacé, converti par la suite par sa petite-fille, Claudia Pudentiana, en la première église chrétienne de Rome, connue d'abord sous le nom de Titulus, et maintenant sous le nom de Saint Pudentiana. C'est là que furent célébrées les noces de Claudia et de Rufus Pudentinu en 53. Après Jésus-Christ. 4 enfants naquirent de ce mariage, Saint Timothée, Saint Novatus, Sainte Pudentiana, Sainte Praxède. Des fils de Caradoc, Silinus et Sinon retournèrent en Bretagne, le premier lui succédant à sa mort sur le trône silurien. Le second, Lin, ou Linus, resta auprès de son père, et fut, comme nous le verrons plus loin, consacré par saint Paul, premier évêque de l'Église romaine. 12. Jugurtha, roi de Numidie, devint fou pendant la procession, alors qu'il suivait le char de son conquérant Marius. 13. In Britannia Romano post caractasi captivitatem ab una tantum silurum civitat scus victo et profigat. Tac. Anne, Lib. V. C. 28. L'épigrammatiste Martial naquit en 29 après Jésus-Christ, il alla à Rome en 49 après Jésus-Christ, il quitta Rome en 86 après Jésus-Christ. Et mourut dans sa ville natale, Bilbili en Espagne, en 104 après Jésus-Christ, à l'âge de 75 ans. D'après ce que nous pouvons recueillir par collation, Claudia est née en l'an 36 de notre ère, et lors de son mariage avec Rufus, elle était dans sa 17e année. Martial était un habitué de la maison pudentinienne, et il avait l'habitude de soumettre ses vers à son héritier, Rufus. Nous avons une épigramme dans laquelle le poète spirituel, mais licencieux, se plaint de la sévérité des châtiments de son jeune critique. Il eût été bon pour sa réputation, sans perte d'esprit, qu'il laissa passer tous ses ouvrages entre les mains de Rufus avant de les avoir consignés à l'oreille du public. L'épigramme qu'il adressa au cousin de Rufus, Quintus Pomponius Rufus, alors en service militaire en Dalmatie, à l'occasion des noces de Claudia et de Rufus, auxquelles il paraît avoir assisté, est jointe dans la note ci-dessous. 14. 14. Claudia, Ruf, meo nubi peregrina pudenti. Mact esto te deies, o hymen, tui. Tam bene rara suo misantur sinama nardo, massica tese tam bene vinacadi, nec melius teneris jungantur vitibus ulmi, nec plus lotos aqua, litora myrtus amat. Candida perpetuo, réside, concordia, lecto, pamp Paris sampe sit venu quajugo. Diliga Elia senem condam, se et ipsa marito, pinc coc cum furi, non videatur anus. Lib. 4. P. 18. 4 années plus tard, à la naissance de Pudentiana, Martial s'adressa à une seconde poème élogieux à la princesse britannique, célébrant sa beauté, sa grâce, son esprit, et la fascination. Il la représente comme unissant les réalisations séparées des dames romaines et athéniennes. Claudia, bien que mère de 3 enfants, n'était que dans sa 21e année, et on pourrait encore l'appeler Puella du poète.
Dans l'intervalle entre la première et la présente épigramme, Pudent s'était converti au christianisme, c'est pourquoi on l'appelle Sancto Marito. Claudia Cerulae cum sit Rufina Britanni edita cam latier pectora plebi abe. Quel desu forma. Romanam creder matritalidum possum atid es suam. Mourir bene cod sancto peperit fecunda marito cod spera genero cod puella nurus sic placea supri conjuge godi una et sampe nati godi ipsa tribu. Tout le famille de Caradoc était attaché à des activités littéraires. Bran a introduit l'utilisation de vélin en Grande-Bretagne à partir de Rome, 15 et par les membres les plus jeunes des copies des meilleurs auteurs romains circulaient en Silurie, étaient posés dans le principal réceptacle de l'apprentissage druidique. Martial n'a pas fait exception, et son les vers semblent être devenus populaires. Diciture et Nostro Cantar Britannia versus. Lib 11. 15 Coelbran, à la p25. Claudia a écrit plusieurs volumes d'odes et hymnes. Sa tante, Pomponia Graecina, reçut son agnomène des mains de sa connaissance intime de la littérature grecque. Le palais, en effet, de la le roi britannique formait un centre de concentration et un rendez-vous, et peut-être le plus sûr qu'il pouvait fréquent, pour les poètes et les écrivains de Rome. Et il n'en fut pas ainsi de son retourné dans son pays natal, il continua d'être la résidence de Pudent et Claudia et leurs enfants. On peut se faire une idée de sa taille et de sa taille. Magnificence du nombre de serviteurs qui composaient son ordinaire établissement. Ceux-ci, comme nous l'apprenons du martyrologe romain, étaient au nombre de 200 mâles et le même nombre de femelles, tous nés sur les domaines héréditaires de Pudent, en Ombrie.16. Ces adjacents au palais se trouvaient des bains à une échelle correspondante, connus par la suite sous le nom de Therma Timotin et Thermes Novatian. Les bains et les jardins du palais ont été légués par Timothée à l'Église de Rome. Et c'étaient les seuls bâtiments de quelque grandeur que l'Église romaine posséda jusqu'au règne de Constantine. Herma appelle le titulus, amplissima pudente domus. Il s'agissait d'une hospitium pour chrétiens de toutes les parties du monde. L'attachement entre Pudent et Claudia y a grandi pour la première fois lorsque le premier a été affecté par Oluplosus en tant que prêteur castrorum à Rhénium, aujourd'hui Chichester. Nous possédons encore au musée de Chichester un monument remarquablement intéressant de la résidence de Pudent dans cette ville. Cogidunus, Régulus des Rhénies, fut l'un des rois inclus comme allié. Tributaire, sous le protectorat romain dans le traité claudien de Colchester. Leur dynastie, leurs lois et leurs terres indigènes étaient garanties à de tels les rois eux-mêmes devenant et étant titrés legati Augusti. Lieutenants de l'empereur romain, car les chefs de nos comtés sont aujourd'hui appelés lieutenants de la reine. Ils étaient tenus de permettre la construction d'un castrat romain, par des légionnaires romains avec leur état-major habituel d'ingénieurs, dans leur chef-lieu. Le préteur de la castrat détenait le commandement militaire au sein des forces alliées. Territoire. De tels rois étaient considérés et traités comme des traîtres à la nation cause des Siluriens et des Bretons indépendants, et leur nom soit marqué avec le stigmate honteux de brare, traître, ou relégué dans l'oubli par les chroniqueurs bardiques. C'est pourquoi nous trouvons un grand nombre de commémorés dans les pages des historiens romains, dont on peut ne trace aucun vestige chez les Britanniques. Cogidunus est l'un d'entre eux. Tacite se souvient lui, comme il le pourrait bien. Car Tacite naquit en l'an 56 de notre ère, l'année de la mort de Claude, et Cogidunus vivait en l'an 76 de notre ère. 10 ans après le martyre de Saint Paul, alors que
À part du point de vue de sa valeur à d'autres égards, l'inscription est intéressante en tant que preuve du penchant naturellement pieux du tempérament du jeune commandant romain, et, deuxièmement, du fait qu'à chaque légion au service romain était attaché un état-major des ministres du culte, une partie de la discipline morale dans laquelle ces païens à l'esprit de fer qui font honte à notre propre pays et à d'autres christianismes. Le temple semble avoir été érigé vers l'an 50 de notre ère. Avant, bien sûr, la conversion de Pudent ou son mariage avec Claudia. Nous avons maintenant, en l'an 56 de notre ère, la famille royale silurienne située à Rome sur cette partie du mont Sacé appelée Scoru, dans le Palatium Britannicum, appelé plus tard le Titulus, ou Hospitium Apostolorum, puis Saint Pudentiana, nom que le bâtiment conserve encore. Le ministre de cette église, et de la famille de Pudent, était Herma, mentionné par saint Paul, 17 surnommé, d'après son ouvrage portant le titre du pasteur, Herma Pasteur. L'église a aussi été appelée d'après lui, Pasteur. Devant cette relique des temps éminents britanniques et apostoliques, on peut encore voir, gravée en caractères corrodés par l'âge, l'inscription latine, attribuée au IIe siècle, dont voici la traduction. Dans ce lieu sacré et le plus ancien des églises, connu sous le nom de Pastor, consacré par Sanctus Pius Papa, maison de Sanctus Pudent, sénateur, et la maison des saints apôtres, repos les restes de 3000 bienheureux martyrs, que Pudentiana et Praxède, vierges du Christ, avec leurs propres mains enterrées. 18. 17 Rome. 16, 14. 18 In ac sancta antiquissima ecclesia, esse, Baronius, Atme 19. Baronius 19 à la note suivante sur le Titulus, il nous a été transmis par la ferme tradition de nos ancêtres que la maison de Pudent fut le premier qui reçut Saint-Pierre à Rome, et que là les chrétiens rassemblés formaient Église, et celle de toutes nos églises la plus ancienne c'est ce qui porte le nom de Pudent. 19 Annales Ecclesia, in noti at 19 mai. Note sur le pasteur. Certains auteurs affirment qu'il y avait deux pasteurs d'Herma distincts, l'un étant le ministre du Titulus, appelé parce qu'il appartenait à la famille sénatoriale du nom de Pasteur, le second de date postérieure, auteur du traité Pastor, et frère de Pius Papa. Si ce point de vue est exact, tous deux étaient ministres de la Titulus, pour les lettres de ce dernier du Titulus à Timothée en la Grande-Bretagne existent. Voir aussi mon Q, Syntagma de Claudia Britannica, p. 18, Pastori Epistolae ad Timotheum, Justini Martyri Apologie, Ménologie grecque, ad das Pudentian et Praxédie. Que le palais de Claudia était la maison des apôtres à Rome, semble être d'accord avec tous les historiens ecclésiastiques, et même Robert Parsons, le jésuite, l'admettent. Claudia a été la première hôtesse ou hôte de Saint-Pierre et de Saint-Paul à le temps de leur venue à Rome. Parsons, 3 conversions de l'Angleterre, vol. T. I. p. 16.